Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Je vous propose ce soir une lecture autour des transformations intellectuelles qui sont survenues en Europe durant la Renaissance et plus particulièrement durant la Renaissance italienne. Donc on va se transporter dans le temps au XVIe siècle. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les changements qui surviennent dans certains milieux intellectuels de l'Italie du Nord et des universités qui se développent au début de l'époque moderne. Et le texte que je vais vous lire est un extrait de l'histoire des philosophies matérialistes de Pascal Charbonnat, paru en 2013. Charbonnat est un historien de la philosophie, dirons-nous, de tendance marxiste, assez clairement. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente d'histoire des idées politiques, les caractéristiques un petit peu typiques des chercheurs ou des historiens d'obédience marxiste, c'est qu'ils vont mettre l'accent sur le rôle des transformations économico-sociales pour expliquer l'apparition de nouvelles idées et la place qu'elles occupent, et puis aussi les conflits entre des classes sociales, quelles sont les classes sociales qui vont soutenir tel courant d'idées plutôt que tel autre, pourquoi. Ça va être un petit peu ça les catégories qu'ils vont mettre en avant dans leur approche. Et donc, l'intérêt de son ouvrage, qui est à mon avis le meilleur livre en français d'histoire des pensées, des philosophies matérialistes, en tout cas je pense que c'est l'un des meilleurs, c'est peut-être pas forcément totalement exhaustif, mais donc c'est un des meilleurs livres sur le sujet à mon avis. Et là, typiquement, on va avoir, contrairement à ce qu'on aurait dans une approche vraiment très classique et internaliste d'études des œuvres des auteurs, une présentation du contexte historique d'apparition finalement de ces transformations intellectuelles qui vont amener à une vision plus séculière, plus laïque, plus naturaliste du monde au moment de la Renaissance italienne. Et puis ensuite, il va insérer un auteur en particulier dans ce contexte qui aura préalablement été exposé, qui est donc le philosophe italien Pietro Pomponazzi, qui a vécu donc à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, à Bologne notamment. Dans différentes villes d'Italie du Nord, parce que les intellectuels de cette heure-là avaient tendance à se déplacer, même parfois en dehors des frontières nationales actuelles. Ok, je commence à lire. Amorcés dès le XIVe siècle, les bouleversements économiques et sociaux de grande importance se déroulèrent en Europe occidentale durant les XVe et XVIe siècles. Une nouvelle société et de nouveaux rapports de production sont en train de naître et de renverser les vieilles habitudes du Moyen Âge. Les villes connaissent un essor inédit, correspondant à l'affirmation d'une bourgeoisie petite et grande qui conquiert peu à peu tous les rouages économiques. Les campagnes sont progressivement distancées, malgré les résistances nobilitaires, vouées à l'échec face à ces deux ennemis mortels, la puissance de l'argent, dont la vieille noblesse manque de façon chronique, et la puissance du monarque, qui n'a de cesse de faire rentrer dans le rang l'aristocratie guerrière récalcitrante. La naissance du capital et de l'État annonce l'agonie de la féodalité. Alors, c'est plus ou moins vrai et plus ou moins rapide selon les périodes de l'histoire considérées, mais c'est vraiment la Renaissance, un moment où on commence clairement à voir se distinguer les États modernes en formation dans différentes parties de l'Europe. Les activités intellectuelles ne sortent pas perdantes de cette métamorphose, puisqu'elles perçoivent leur part de l'accroissement général des richesses caractérisant cette période. La conséquence la plus importante de ces transformations sociales dans le domaine intellectuel est l'augmentation des ressources tant financières que commerciales dans certaines zones privilégiées, typiquement l'Italie du Nord. Au cours de ces 2 siècles apparaissent des ensembles de développement urbain bien localisés, dont la prospérité repose principalement sur le commerce et les activités bancaires. Les principales zones se répartissent ainsi par ordre décroissant d'importance. Le nord de l'Italie, avec ses multiples et riches cités, qui sont souvent des cités-États indépendantes ou qui tentent d'être indépendantes vis-à-vis de la papauté, de l'empire, du Saint-Empire germanique ou d'autres pouvoirs qui tentent de s'insimer dans les affaires intérieures de ces villes. Le nord européen, avec pour centre la Flandre et en périphérie Paris, Londres et les Pays-Bas,
Le sud de la péninsule ibérique autour de Lisbonne et de Séville, donc les grands ports marchands qui vont être liés à l'émergence du commerce atlantique avec le Nouveau Monde, aussi au début des grandes découvertes dans cette partie-là, et le centre européen avec les grandes villes de l'Empire comme Vienne ou Nuremberg. Malgré les aléas, tous ces espaces connaissent un développement urbain sans précédent, causé par la hausse des échanges commerciaux et financiers. Certaines de ces villes, d'abord les plus riches et les plus puissantes, tendent à davantage d'autonomie vis-à-vis de puissants traditionnels que sont le seigneur et l'Église. Rappelons que sous l'Ancien Régime, les évêques peuvent être aussi des seigneurs temporels. Des fois, le seigneur, c'est en même temps un évêque et inversement. Les villes du nord de l'Italie se constituent en véritables cités-États indépendantes, parfois en concurrence ouverte avec Rome, comme pour Venise. Ce développement autonome des villes, ce qu'on appelle aussi le mouvement communal, se retrouve en Italie, en Flandre et en Allemagne, où un État central ne parvient pas à s'imposer. Ce qui est un peu une exception par rapport à d'autres parties. D'ailleurs, les royautés organisent leur contrôle en créant un embryon d'administration, mais elles doivent aussi leur concéder certaines prérogatives, aux villes donc, pour éviter la confrontation. Finalement, dans chacun de ces espaces urbains, les bourgeois obtiennent, à un degré ou un autre, une relative indépendance, nécessaire à leur épanouissement, rendue possible par l'absence ou la faiblesse du pouvoir central. Alors en fait, dans certains cas, c'est des villes qui vont devenir riches et parfois indépendantes parce que le pouvoir central est faible. Dans d'autres cas, c'est des villes dont le développement va servir à ce que les monarchies centralisées s'appuient sur lui. On pourrait distinguer un modèle germanique et un modèle français, par exemple, qui serait typiquement de sens inverse. Donc des fois, le roi est allié aux villes, des fois, c'est l'absence d'un pouvoir royal important qui permet aux villes d'être des pouvoirs indépendants. Parce que les autorités royales n'ont pas les moyens de s'imposer partout dans leur royaume, et parce que certaines régions leur échappent, la bourgeoisie peut croître et prospérer, jusqu'au moment où elle est assez forte pour s'allier avec le futur monarque. Cette tendance générale vaut pour l'ensemble de l'Europe occidentale. Où la bourgeoisie a-t-elle trouvé les ressorts de sa croissance? Et comment les a-t-elle utilisés? Née dans les villes du Moyen-Âge, elle s'est ramifiée dès le XVe siècle. À côté des grands marchands et de riches artisans vivent de petits bourgeois, boutiquiers et autres petits artisans. Parmi les marchands européens, les Italiens arrivent largement en tête, non seulement parce qu'ils contrôlent géographiquement les échanges avec l'Orient, ce qui est typiquement le cas de la République de Venise, qui a toute une série de comptoirs commerciaux en Méditerranée qui lui permettent d'être en contact avec la Méditerranée orientale et donc avec les richesses de l'Orient, mais aussi parce que ces Italiens ont essaimé des succursales commerciales dans les autres royaumes. Ils ont par exemple la maîtrise de tout le commerce extérieur du royaume de France. Et contrairement à une légende urbaine pas totalement disparue, les Juifs ne sont pas les seuls à faire des activités bancaires au Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne. Il y a toutes sortes de personnalités chrétiennes qui le font aussi, mais de manière un peu officieuse, parce que c'est théoriquement interdit par l'Église, l'usure aux chrétiens. Mais ils se débrouillent pour le faire directement. On peut penser aux Médicis dans le cas de Florence, par exemple, une famille de banquiers. Le grand bourgeois de l'époque est un marchand banquier qui passe des ordres commerciaux et financiers dans toute l'Europe et qui se fournit sur les continents les plus éloignés. L'exploration et la conquête de nouvelles terres en Amérique, en Afrique et en Asie offrent des perspectives d'enrichissement colossales. Dans les grandes découvertes, il faut compter aussi toute l'exploration à partir des littoraux, mais ensuite à partir des fleuves, de l'Afrique, notamment par les Portugais, qui vont lancer toute une série d'expéditions suivies par les autres après. L'essor commercial européen pousse les aristocraties à s'engager dans l'aventure coloniale, cette dernière alimentant à son tour la prospérité des échanges et des fortunes. La bourgeoisie naissante est à la fois cause et conséquence de ce pillage mondialisé. Parce que ces aventures coloniales, en fait, ne sont pas forcément pacifiques. Ce ne sont pas des échanges marchands nécessairement pacifiques. L'impulsion donnée aux échanges en Europe met en appétit les conquérants aristocrates. En même temps, les retombées du vol, de l'esclavage et de l'exploitation des peuples indigènes nourrissent les livres de comptes des hommes d'affaires. Après, ça va être le début de la traite atlantique, avec le Nouveau Monde, etc. Les richesses extorquées ne passent que peu de temps entre les mains des aristocrates, pourtant détenteurs officiels des hommes et des terres conquises. L'ampleur de leurs besoins n'a d'égal que la faculté prodigieuse d'accumulation de leurs fournisseurs. Construire un État est coûteux. Quand il ne faut pas lever une armée pour rétablir l'autorité royale dans une province rebelle, les rigueurs du protocole et le faste d'une cour engloutissent une bonne part des recettes. De manière générale, l'aristocratie royale bénéficie de l'enrichissement de la bourgeoisie, en lui empruntant sa part, parfois gratuitement,
et en percevant des impôts sous les échanges. Le marchand n'a pas vraiment le choix de prêter ou non au premier seigneur du royaume, étant donné qu'il ne peut rien contre la force des armes qui lui saisirait, sinon sa vie, du moins ses biens. Mais les fortunes prêtées ou concédées, si vite qu'elles soient avalées, scellent l'alliance entre le monarque et la bourgeoisie. Les deux parties y trouvent leur compte. Pour s'affirmer, la royauté tend à centraliser les pouvoirs autour d'elle et à étendre son autorité sur l'ensemble du royaume. Bon, ça c'est surtout vrai du modèle français, après qui est plus ou moins effectif dans d'autres territoires, puisqu'il y a quand même d'autres seigneurs qui peuvent avoir une certaine importance. Les conflits avec les seigneurs locaux ne manquent pas, mais ils sont toujours vaincus par la capacité de mobilisation matérielle et financière du pouvoir central aidé par les villes. On voit bien qu'en histoire militaire, dès qu'on arrive dans le XVe siècle, que, eh bien, notamment quand c'est le roi de France, il a les moyens de lever des impôts et des richesses considérables. Avec ça, il peut avoir des canons, et donc il a une machine de guerre qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus performante que les autres seigneurs. Ça va mener à une centralisation du pouvoir. Les rapports de classe propres à cette période sont donc contradictoires. D'un côté, le contrôle lâche de l'aristocratie sur les villes permet à la bourgeoisie de s'affirmer, et de l'autre, la royauté cherche à imposer sa prééminence sur la totalité du territoire, en réduisant les poches féodales d'insoumission. Alors je pense qu'il nous dit qu'elle est contradictoire au sens où il y aurait deux classes, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y aurait la classe bourgeoise qui s'émancipe du contrôle de la féodalité, et en même temps, il y a la royauté, qui est faite d'aristocrates, puisque c'est quand même des princes et des rois, qui montent en puissance. Donc ça serait contradictoire au sens où les classes dominantes de cette période-là sont un mixte d'aristocratie et de bourgeoisie, dont les intérêts tendent à s'imbriquer ou à se contredire selon les moments. Dans ces conditions, l'Église catholique, dont on n'a pas encore parlé, en tant qu'émanation de la vieille féodalité, doit lutter pour maintenir sa puissance, tant sur le plan matériel que spirituel. Elle résiste aux nouveaux courants sociaux qui brisent les anciens cadres, en cherchant de nouvelles voies pour s'exprimer. De façon générale, Rome est confrontée à des rivalités et à des souhaits d'émancipation. Elle doit d'abord faire face à la grande vague de contestation religieuse qu'est la Réforme, débutée dans la zone du nord de l'Europe. Et ce serait intéressant, même si ça prête à des difficultés d'interprétation historique assez fortes, de se demander dans quelle mesure le protestantisme est ou pas la religion de ces couches sociales bourgeoises qui tendent à devenir indépendantes dans les villes. Il y a des parties de l'Europe où c'est un modèle explicatif qui marche assez bien, notamment en Allemagne ou en Angleterre. Il y a des parties de l'Europe où ça marche moins bien. En tout cas, on note que c'est cette période-là qui voit l'émergence du protestantisme. L'omnipotence catholique est remise en cause avec Luther et Calvin, qui se posent comme des concurrents crédibles à la papauté romaine. Et c'est la première hérésie de masse, dirons-nous, qui n'est pas écrasée comme ont pu l'être toute une série de révoltes ou de mouvements hérétiques parfois révolutionnaires du Moyen-Âge, parce que maintenant il y a l'imprimerie, et donc des écrits et des idées qui peuvent se diffuser beaucoup plus facilement. D'autre part, des princes et des monarques, dans leur quête centralisatrice, se heurtent aux prétentions romaines d'avoir prise sur les affaires politiques et économiques de toute la chrétienté. Ainsi, une bonne part de l'Europe du Nord se désengage progressivement du catholicisme pour fonder de nouvelles églises réformées sur le dogme du protestantisme, et surtout inféodées au seul souverain local. Donc, par rapport au modèle d'une partie de la féodalité qui était le rêve des césaropapistes, ceux qui voulaient que le pape soit l'empereur, le souverain temporel et universel sur le monde, et bien en fait ce modèle vole définitivement en éclats au commencement de l'époque moderne, parce qu'il y a des princes temporels qui ont les moyens de se rendre de plus en plus indépendants du pape et de lui contester sa capacité de prendre des décisions sur le fonctionnement de l'Église à l'intérieur du royaume, mais aussi d'y lever des impôts ou d'influencer la politique locale. C'est aussi lié à l'affirmation des États qui veulent justement devenir des entités indépendantes de l'Église, qui est elle-même un État. Dans les pays demeurés catholiques, le pouvoir du pape ne s'impose pas aussi facilement qu'avant. Donc c'est pas que le protestantisme qui fait qu'il y a un recul finalement du contrôle social et politique de l'Église, c'est aussi un phénomène qu'on voit en pays catholiques. La République de Venise, par exemple, gagne son indépendance malgré l'hostilité de Rome, grâce à sa puissance maritime et commerciale exceptionnelle. Elle se dote d'un régime oligarchique dans lequel une aristocratie se partage le pouvoir avec le doge, un monarque élu à vie. L'influence catholique y est réduite à la sphère spirituelle et aux intrigues diplomatiques.
Donc il y a certaines parties, même dans les régions qui vont rester catholiques, qui sont plus ou moins indépendantes de la papauté. L'émergence conjointe de la bourgeoisie et de l'État centralisé conduit à une remise en cause du pouvoir temporel de la papauté. Ce dernier concurrence directement les monarques sur leur territoire par les décrets pris à Rome, valablement universels, devant la souveraineté aristocratique. En même temps, les catholiques se sont toujours montrés méprisants vis-à-vis des activités financières, reléguant les marchands à une place subalterne, malgré la création d'un véritable marché des indulgences. La puissance économique de l'Église repose sur d'immenses propriétés foncières disséminées dans toute l'Europe occidentale, donc c'est des impôts sur la terre, qu'elle fait fructifier à la manière féodale par l'exploitation des terres et des serfs. Les activités commerciales et bancaires lui sont étrangères, ce qui contribue à agrandir le fossé qui la sépare de la bourgeoisie. La puissance ecclésiastique s'oppose donc naturellement aux nouvelles forces sociales, le capital et l'État, qui lui démontre sans ménagement que son règne ne peut plus concerner que les esprits. Donc il y a une première contestation de la féodalité qui est sur le plan temporel, c'est l'affirmation du capital et de l'État, des activités économiques indépendantes et différentes des modèles médiévaux habituels, et un État qui tend à s'affirmer et à vouloir devenir indépendant du contrôle politique de l'État pontifical. Mais ces changements ne sont pas que matériels ou que politiques. Il y a aussi un volet intellectuel de l'agonie de la féodalité qui marque le XVIe siècle. Dans la sphère intellectuelle, ces différents changements ont comme première conséquence d'accroître les besoins scientifiques et techniques. De nouvelles connaissances sont nécessaires aux explorateurs pour naviguer loin et longtemps. C'est la navigation en haute mer notamment. Aux grands marchands pour organiser des comptabilités complexes et aux artisans pour fabriquer de nouveaux navires et des armes plus puissantes. Ces progrès sont à leur tour générateurs de découvertes. Donc il y a une boucle, découverte technologique, enrichissement, enrichissement, découverte technologique. Ça s'auto-entretient. Ça se voit notamment dans le cas de l'Angleterre où les marchands britanniques ont comme tradition de léguer une partie de leur fortune au moment des héritages aux universités pour que les universités développent des savoirs, notamment en astronomie, en navigation et ainsi de suite, qui vont même permettre le développement de la bourgeoisie marchande. Donc il y a une véritable imbrication entre les pouvoirs intellectuels et l'essor de la bourgeoisie à l'époque moderne. Donc ces progrès sont à leur tour générateurs de découvertes lorsque les conquistadors ramènent des espèces végétales et animales inconnues, lorsque des guerres conduisent à des découvertes en médecine, et lorsque divers procédés de fabrication sont améliorés suite à la hausse des échanges. La connaissance est donc stimulée par les nouveaux besoins de l'État monarchique en formation et de la bourgeoisie marchande. Les anciennes certitudes sur la nature et les hommes sont remises en question par la découverte des nouveaux mondes, ainsi que par l'affirmation de nouveaux types sociaux. L'orthodoxie n'est plus seulement la cible de quelques marginaux, mais de tous les courants transformateurs de la société. Il y a aussi un certain relativisme, ou en tout cas des questionnements qui se forment dans la société, parce que la vision du monde médiéval semble ébranlée par la découverte de peuples inconnus, d'espaces dont ne parle pas la Bible, etc., ce qui pose des questions sur la prétention de l'Église à détenir la vérité, prétention par ailleurs contestée dans le domaine religieux par la réforme protestante. Second effet des bouleversements, donc on a parlé du premier effet sur le plan intellectuel, c'est le développement des besoins scientifiques et techniques. Second effet, des espaces de liberté se forment pour les intellectuels dans quelques lieux où les circonstances sont favorables. L'Église n'est plus la seule voie pour une carrière intellectuelle. Voilà, et ça c'est très très nouveau en fait. Parce que les intellectuels au Moyen-Âge, déjà, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut des ressources pour les payer. Ça coûte cher, ils ne travaillent pas directement la terre. Voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, quand c'est des intellectuels, ça va être surtout des moines, des frères d'ordre religieux, des évêques, ou des gens dans les universités qui sont contrôlés par le pape. Donc, il n'y a pas trop de possibilités pour un intellectuel au Moyen-Âge en dehors de l'Église, en fait. Éventuellement... certains employés de l'État, mais l'État médiéval, il est beaucoup plus restreint en personnel, il n'y a pas beaucoup d'administrateurs. Mais à partir de la Renaissance et de l'époque moderne, ça commence à changer. L'Église n'est plus la seule voie pour une carrière intellectuelle, bien qu'elle ait encore le monopole de la formation élémentaire et secondaire. Certaines universités et certaines cours princières, de petits ou grands aristocrates, offrent des subsides à des hommes de lettres et de sciences, en dehors du contrôle de l'institution religieuse. On peut penser par exemple à la figure dans la Renaissance italienne de Pétrarque,
qui est un homme de lettres, voilà, qui vit à la campagne et qui n'a pas finalement des activités ou des œuvres qui seraient spécialement liées au domaine spirituel. Il peut aussi écrire autre chose, on voit toute une poésie ou une littérature qui se développe. Si des entités extra-ecclésiastiques peuvent se permettre d'entretenir ces individus improductifs, en plus des traditionnels hommes d'armes et de cour, c'est grâce à l'augmentation des ressources dans les classes dirigeantes, consécutives au développement commercial et financier. Et là, on a typiquement un schéma marxiste d'explication historique. La transformation des rapports socio-économiques a eu des conséquences sur le plan des idées en rendant possible l'apparition de couches sociales émancipées du contrôle de l'Église. Parce qu'il y a plus de richesses et il y a des espaces sociaux autonomes. La prospérité économique permet de dégager les surplus indispensables pour assurer la pitance du savant. Cet enrichissement profite surtout à la classe montante, la haute aristocratie et la bourgeoisie, qui peut désormais se payer le luxe d'avoir son philosophe. La nouveauté passe aussi par la redécouverte des auteurs antiques. Alors ça, c'est le truc auquel on pense tout de suite directement quand on pense à la Renaissance. On se dit « Ah tiens, redécouverte des antiques ». Oui, mais redécouverte des antiques, pourquoi? Et redécouverte des antiques par qui, en fait? Qui sont les gens qui vont avoir les moyens de passer leur journée à lire du grec et à interpréter des textes d'auteurs païens, en fait? C'est bien des activités qui débordent le cadre traditionnel de l'intellectuel chrétien médiéval qui, lui, commente la Bible, commente éventuellement Aristote à partir du moment où c'est autorisé, mais voilà, il y a un très fort contrôle intellectuel et on ne le laisse pas explorer et fouiner et aller voir toutes sortes de textes inconnus. Alors qu'avec la Renaissance, ça y est, c'est parti. Donc la nouveauté passe par la redécouverte des auteurs antiques, des païens à qui l'on fait confiance pour donner le véritable accès au savoir. C'est de là dont vient l'expression la Renaissance. Les hommes de cette époque parlent de Renaissance parce qu'ils ont le sentiment d'avoir des connaissances que n'avaient pas les hommes du Moyen-Âge. Ils ont un sentiment de supériorité, d'acquisition culturelle par rapport aux hommes du passé. C'est aussi la naissance de l'idée de progrès chez certaines figures intellectuelles. Cette renaissance d'intérêt pour la culture gréco-latine révèle une quête de savoir nouveau et le délaissement du carcan scolastique. La scolastique étant la philosophie qu'on enseigne dans l'université du Moyen-Âge. C'est-à-dire un mélange de la Bible plus Aristote. La redécouverte des textes anciens dans les milieux cultivés marque ainsi un dégoût et une perte de confiance dans l'Église catholique. Les rivalités de pouvoir dans la haute hiérarchie, le goût du luxe, la recherche toujours plus grande de revenus monétaires, les mœurs décadentes de certains membres du clergé, pensons aux Borgia notamment, conduisent à une désaffection du catholicisme chez certains intellectuels. Alors on va maintenant zoomer dans une partie de l'Italie, on va aller dans l'Italie du Nord, dans la ville de Padoue, qui a une université importante. L'université de Padoue, donc c'est la photo que j'ai mis en exergue de l'article, ce truc-là, là. Très joli d'ailleurs, quand on regarde l'intérieur des locaux, c'est très intéressant. Donc l'université de Padoue, elle est passée sous le contrôle de la République de Venise. Donc Charbonna nous dit que c'est le plus brillant de ces espaces de liberté, sans doute le plus important en taille et en longévité. L'aristocratie vénitienne, et non pas le pape, contrôle son fonctionnement par la nomination des professeurs et la surveillance des étudiants. Donc elle dépend d'un pouvoir politique indépendant de la papauté, et ça c'est nouveau. La liberté ne s'étend donc que relativement comme privation de l'ingérence pontificale dans les affaires universitaires. Donc c'est pas une université privée où on raconte ce qu'on veut, elle dépend quand même du pouvoir politique local. Cette liberté n'est pas complète car il y a tout de même des représentants de l'Inquisition à Padoue. Il y en a aussi à Venise d'ailleurs, ceux qui vont arrêter d'ailleurs Giordano Bruno quelques temps après. Mais ceux-ci sont dépendants, donc l'inquisition locale est dépendante en dernier ressort des autorités vénitiennes, lorsqu'il est question par exemple d'expulser un individu pour le juger à Rome. Donc ils font pas ce qu'ils veulent. Le prestige de cette université de Padoue s'étend à toute l'Europe, point de passage obligé dans la formation des savants de haut niveau, désireux de connaître les dernières avancées. Réputée en médecine, dotée d'un jardin botanique en 1545, toutes les grandes figures de la science européenne passent par cette université, notamment Copernic, Giordano Bruno, Galilée ou Vézal. Vézal, il me semble que c'est plutôt la médecine, je suis pas sûr, mais les autres, c'est plutôt l'astronomie et la physique. Sans la puissance économique et politique de Venise, Padoue n'aurait pas mené si loin le savoir, ni abrité des naturalistes comme Pomponazzi.
La mise à distance de l'influence romaine s'est révélée libératrice pour le développement de la connaissance. Rappelons que l'Église au Moyen-Âge interdit la dissection sur les cadavres, ce qui retarde quand même la compréhension de comment ça se passe en biologie. L'aménagement de ces enclaves de liberté recouvre aussi une dimension sociale. La société du Moyen-Âge offre traditionnellement une seule alternative aux intellectuels, le clergé ou le service diplomatique des rois. À partir du XVe siècle, apparaît une troisième voie, avec la possibilité de vivre d'un métier à mi-chemin entre l'artisanat et la profession libérale. Et alors ces nouveaux métiers qui se développent, notamment en Italie du Nord qui est très fortement urbanisée, ce sont des médecins, des enseignants, des juristes, des imprimeurs qui parviennent peu à peu à vivre de leur savoir, grâce au développement urbain qui leur donne des clients. On aurait pu parler des notaires, il y a énormément de notaires. Donc des clients, les étudiants, les charges ou les commandes nécessaires à leur survie. Ce sont des hommes de terrain pragmatiques, attachés à leur indépendance. On pourrait penser aux cartographes, enfin tous les mecs qui sont en lien avec les métiers de la navigation, etc. Les architectes, les ingénieurs, Léonard de Vinci. Donc des hommes de terrain pragmatiques, attachés à leur indépendance, parfois inquiétés par l'Église, comme Étienne Dolet, brûlé en 1548-46, pour avoir publié Erasme et Rabelais. Donc la liberté d'intellectuel s'arrête là où eux aussi, dans l'ensemble, en viennent à une forme de naturalisme, donc une vision du monde qui s'émancipe des croyances magiques ou des croyances aux forces surnaturelles, une forme de naturalisme dictée par leur goût de l'observation et par l'habitude des situations concrètes. Ils sont avant tout des disciples qui relayent l'enseignement des grands maîtres comme Pomponazzi, Erasme, Cardan et d'autres. Ces intellectuels constituent le terreau social qui porte la contestation des anciens modes de pensée. Et là, on a vraiment une histoire sociale des idées avec l'explication en quoi un nouveau mouvement d'idées est lié à l'apparition d'une nouvelle couche sociale. Leur influence est décisive parce qu'elle transmet les changements de mentalité au cœur des villes comme médiation entre le sommet et la base. Le premier naturalisme a pour cœur une vision désacralisée de la nature appuyée sur une physique en pleine mutation, rejetant les concepts scolastiques. Donc c'est d'abord dans le domaine des sciences naturelles que la modernité va s'affirmer et que les premières sciences modernes vont s'émanciper finalement des dogmes du Moyen-Âge. À Padoue, mais aussi dans quelques autres villes d'Europe occidentale, plusieurs savants se distinguent par un effort de naturalisation des théories, avec comme corollaire leur adéquation à l'observation et l'expérience. Ils poursuivent cet objectif à travers le retour direct aux œuvres grecques, qui évidemment ne leur donne pas, quand on lit les œuvres grecques, quand on lit Aristote en grec ancien, non commenté par un auteur latin, quand on lit Aristote en grec ancien, non commenté par des générations de commentateurs chrétiens du Moyen-Âge, on voit bien qu'ils ne pensent pas tout à fait comme ce qu'expliquaient les hommes du Moyen-Âge. Notamment, Aristote ne pense pas que le monde a été créé. Donc, retour direct aux œuvres grecques, sans le filtre de la tradition chrétienne, qui a volontairement interprété les philosophies païennes selon ses dogmes. Et puis j'ai parlé d'Aristote, mais je vous parlerai prochainement d'autres trucs encore plus radicaux, comme Lucrèce. Ainsi, la faculté des arts de Padoue obtient du Sénat vénitien, en 1497, la création d'une chaire destinée à l'enseignement des textes d'Aristote dans leur langue d'origine. Tout un courant de philosophes physiciens, en majorité italiens, se constitue à côté de l'orthodoxie scolastique et réussit pour la première fois à maintenir une opposition intellectuelle sans être étouffé immédiatement. Et maintenant qu'on a bien posé le contexte, on va s'intéresser à un personnage en particulier, qui est donc Pietro Pomponazzi. C'est un petit peu le premier de toute une série de ces philosophes physiciens de l'Italie du XVIe siècle. Donc, Pomponazzi est un médecin philosophe, professeur des universités italiennes, professeur de philosophie naturelle à Padoue de 1488 à 1509. Il change d'université, comme ça se faisait beaucoup à l'époque et ça se fait encore d'ailleurs. Et après un passage à Ferrare, il enseigne aussi à Bologne, où il publie différents traités qui scellent sa renommée et sa disgrâce aux yeux du clergé. Alors qu'est-ce qui fait de si terrible ce Pomponazzi ? Eh bien en fait,
il semble très fortement sceptique sur cette histoire d'immortalité de l'âme. Voilà, c'est beaucoup pour ça qu'il est critiqué. C'est pour sa psychologie, puisque la psychologie, comme le mot l'indique, c'est une étude de la psyché, donc de l'âme. Donc on le voit affirmer de forts doutes sur cette question de l'immortalité de l'âme, refuser le caractère surnaturel des prodiges et des miracles. Donc il cherche à donner des explications naturelles de phénomènes dits miraculeux, notamment des phénomènes de guérison surnaturelle, parce que Pomponazzi, c'est un médecin de formation, et il a l'impression qu'on peut trouver des explications non magiques ou non surnaturelles des guérisons dites prodigieuses. La justice papale l'inquiète tout au long de sa vie. Le clergé de Venise brûle publiquement l'un de ses livres en 1516. Donc celui-là, il finira pas au bûcher, mais voilà, faut être prudent quand même. Le professeur Padoan se fait remarquer dès 1516, avec la publication de son traité de l'immortalité de l'âme, publié en latin et pas en italien, où il discute la possibilité pour l'âme de prétendre à l'immortalité. Et alors, en fait, Pomponazzi, donc il a lu Aristote, le traité de l'âme d'Aristote, il s'intéresse aux opérations de l'âme, voilà, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? L'âme, elle pense, elle sent, elle se souvient, enfin voilà, il y a différentes opérations qu'on peut décrire, qu'on peut analyser, et comme il a une vision justement naturaliste, il montre qu'à chaque opération intellectuelle correspondent des manifestations corporelles, des états du corps, des mouvements organiques, et finalement on ne peut pas isoler des opérations de l'âme qui ne seraient pas en même temps des opérations du corps. L'âme, elle agit en même temps que le corps, il y a toujours un mouvement corporel qui est associé à un mouvement de l'âme, et si c'est comme ça, si c'est ce qu'on observe, si c'est ce qu'on peut décrire et affecter éventuellement avec des expériences ou vérifier par des guérisons en médecine, ça pose problème vis-à-vis de l'idée que l'âme pourrait exister indépendamment du corps, parce qu'en fait on ne la voit jamais opérer indépendamment du corps. Voilà. Donc en dehors de la nature, c'est-à-dire dans la mort, l'âme perd son lieu naturel d'existence, le seul cadre possible de sa manifestation. Cette vision-là de l'âme, elle est fortement liée chez Pomponazzi à la relecture d'Aristote en grec ancien, parce que quand on lit le traité de l'âme d'Aristote, il nous est bien expliqué que l'âme, c'est l'entéléchie d'un corps naturel vivant. L'entéléchie, c'est le mouvement qui fait que la chose se maintient et perdure. Donc l'âme, c'est le principe vital qui fait que le corps il est vivant et qu'il n'est pas mort. Du coup, quand le corps bouge plus et que la survie de l'âme semble problématique. Alors en plus de dire ça, donc dans ses bouquins, Pomponazzi, il essaie de proposer des explications naturelles des soi-disant guérisons miraculeuses. Pomponazzi développe une argumentation semblable à celle sur l'âme. Il part du principe qu'une altération des sens est nécessaire pour qu'une guérison s'effectue. En effet, quand on guérit, on se rend compte qu'on guérit puisqu'on a des sensations ou des états qui ne sont pas les mêmes que quand on était malade. Il y a une conscience de ce que c'est que la maladie ou de ce que c'est que l'état sain chez le patient. C'est observable, il peut en parler. Donc, si la guérison suppose une altération des sens, on ne voit pas très bien comment une force surnaturelle pourrait produire un tel résultat. Alors ils essaient de proposer des explications alternatives pour expliquer les guérisons dites surnaturelles. Alors, première explication, quand la personne guérit pour des raisons qu'on ne sait pas expliquer, peut-être qu'elle est guérie par le toucher de la personne qui l'aurait guérie miraculeusement. Peut-être qu'il y a un fluide ou une influence qui passe d'un corps à un autre et qui modifie un corps. Ça resterait une explication naturaliste. Il propose aussi comme explication alternative des guérisons dites surnaturelles que ça pourrait être un effet de l'imagination. Il considère qu'il y a une force de l'imagination individuelle qui peut être capable d'affecter le corps. Donc l'esprit a un pouvoir d'auto-affectation du corps. Finalement, ce serait quasiment de l'autosuggestion ou de l'auto-persuasion qui produirait certaines guérisons dites miraculeuses. Dans tous les cas, pour Pomponazzi, il faut une modification de la matière pour qu'un effet soit produit. La nature devient le seul cadre intelligible d'explication possible. Donc ça, c'est cette nouvelle finalement philosophie naturaliste qui se développe. Alors, pourquoi Pomponazzi figure dans une histoire des philosophies matérialistes? Eh bien, c'est justement parce qu'il fait un effort de dé-spiritualiser, de dé-mythologiser les phénomènes qui ont lieu dans la nature, donc en médecine, en biologie, en psychologie.
Cependant, Pomponazzi n'est pas pour autant un matérialiste parce qu'il conserve l'idée que si ce qui se passe dans le monde est explicable à partir du monde, cependant, l'origine du monde reste une force surnaturelle. Évidemment, il n'y a pas nié Dieu comme ça, sinon il sait qu'il va tout de suite y passer. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme place à Dieu? Eh bien, en bon lecteur d'Aristote, Pomponazzi fait une distinction entre le monde des orbes célestes et le monde sublunaire. Parce que pour Aristote, il y a deux parties dans le monde. Il y a le monde des sphères célestes, qui s'étend au-delà de la Lune. Et alors, au-delà de la Lune, en fait, tout ce qui existe là-dedans ne connaît pas les affres du temps et la corruption nécessaire des choses en devenir. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'univers qui est régie par l'immobilité, l'éternité, la perfection. C'est évidemment que là, Dieu se trouve. Tu vois, il est tout en haut, il est dans ce monde parfait où il y a des sphères qui sont toujours en mouvement, toujours de la même façon, géométrique, etc. Et voilà, ça c'est la partie finalement du monde qui échappe au temps et à la corruption. Et puis il y a l'autre partie du monde, c'est le monde sublunaire, c'est le monde dans lequel nous on vit, le monde terrestre on pourrait dire. Le monde qui est sous la Lune. Et donc, pour Pomponazzi, Dieu crée le monde, et finalement, le monde matériel, le monde sublunaire, c'est une sorte de résidu qui n'est pas concerné par l'incorruptibilité de ces espaces célestes qui sont parfaits. Pomponazzi, en fait, donc il a une lecture d'Aristote qui reste compatible avec la vision chrétienne des choses, mais là où il innove par rapport à une vision médiévale, c'est qu'il affirme quand même la forte dichotomie entre cet espace surnaturel et cet espace terrestre. En fait, il crée une sorte de dualisme au sens où ce qui est de l'ordre du surnaturel n'interfère pas dans le monde terrestre, qui reste un monde créé par Dieu, mais qui est en quelque sorte autosuffisant, il fonctionne sans qu'il y ait besoin de forces surnaturelles qui interviennent pour le réguler. Hein, il nous dit, il est impossible d'imaginer un lien de causalité direct entre les deux mondes. Donc Dieu a tout créé, mais il ne s'occupe pas finalement de faire en sorte que quand une substance s'enflamme, ou quand une personne guérit, ou quand un autre effet se produit, c'est lié à des forces naturelles qui sont à l'œuvre dans le monde sublunaire, dans le monde sous la Lune, mais ce n'est pas une intervention directe d'une force supérieure ou de Dieu lui-même. On voit notamment cette volonté de naturaliser la compréhension des phénomènes observables dans le fait que Pomponazzi s'oppose à l'existence des anges et des démons. Hein, il a écrit un traité en 1556 qui sera mis à l'index, donc interdit de lecture par l'Église un peu plus tard. Et dans ce traité, il nous dit « C'est pour le peuple qu'on a inventé les anges et les démons, bien que leurs inventeurs sussent bien que leur existence est impossible. » Donc il nous dit les anges et les démons, bon, en fait c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu pour les abrutis qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas professeurs à l'université, etc., là, les paysans et les gueux, quoi, bon. Eux, il faut leur inventer des trucs parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la science, tu vois, mais voilà, il n'y a pas de démon ou de force qui intervient dans le monde comme ça et qui fait que les choses ne sont pas compréhensibles de manière séculière. Et donc, Pomponazzi, malgré donc les limites de sa position, parce que la radicalité de son propos reste quand même dans l'explication des phénomènes naturels, mais pas dans leur origine qui reste en dernière analyse créée par Dieu, Pomponazzi est important parce qu'il fait partie d'un mouvement philosophique plus général, dont on a expliqué les causes et les conditions de possibilité sociale précédemment, qui va se traduire par l'émergence de toute une série d'intellectuels, philosophes et physiciens en Italie, et il va influencer ou avoir des similitudes avec d'autres figures telles que Francesco de Vicomercato, Bernardo Telesio, Giordano Bruno, qui est l'un des plus connus parce que lui finira brûlé, Cesare Cremonini et Giulio Cesare Vanini. De plus, les livres de Pomponazzi traversent les Alpes et rencontrent en France et en Hollande, donc y compris en pays protestants, de multiples adeptes. Donc il va faire partie de ce mouvement finalement de diffusion d'une conception des phénomènes naturels débarrassée de la magie, des anges, de l'astrologie, d'un certain nombre de croyances surnaturelles et d'une volonté de rechercher des explications matérielles, naturelles des phénomènes qu'on peut observer, qu'on peut saisir,
Il participe donc à ce mouvement d'émergence de la science moderne par son naturalisme. La distinction qu'il conserve et qu'il emprunte donc à Aristote entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, je le dis en passant, c'est une distinction qui volera complètement en éclat de façon définitive au siècle suivant avec la physique de Newton, parce que Newton montrera que, aussi bien sur Terre que dans le monde dit supralunaire, c'est-à-dire au-delà de la Lune, etc., en fait, c'est les mêmes lois qui s'appliquent au mouvement des corps. On peut expliquer par des lois suffisamment générales aussi bien le mouvement des marées ou de la chute d'une pomme que le mouvement d'attraction entre les astres, etc. Et donc, il n'y a pas deux mondes différents, l'un qui serait temporel, l'un qui serait intemporel, etc. Ce dualisme-là va complètement s'effondrer, ce qui sera évidemment un démenti pour la scolastique et pour les traditions de philosophie chrétienne qui s'inspirent d'Aristote sur le sujet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que ça vous a appris des choses. Donc c'est vraiment un texte intéressant. Enfin, le bouquin de Charbonnat est intéressant de façon générale. Hein. Il est très complet et très volumineux. Mais ça montre tout l'intérêt qu'on peut accorder à l'étude de la Renaissance italienne en tant que période finalement de formation de nouvelles idées qui sont quand même en rupture avec la période médiévale. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé.